Ok. Bonjour, je m'appelle Nicolas, donc, j'ai un emploi, tout ça. Et dans mes loisirs, je fais du jeu de rôle. Donc, dans ce cadre-là, j'ai créé un club qui est à la JA Jeux de rôle, qui est une section de la JA Omnisport, basée sur Auxerre. Et nous avons la particularité d'être ouvert au public handicapé. Et depuis 2 ans que ça dure, on a surtout travaillé avec le public aveugle, non-voyant ou malvoyant. Donc ça fait 2 ans, donc petit à petit, on a fait rencontrer des joueurs, on a fait des essais. On a rencontré aussi donc, des associations avec qui collaboraient de façon assez fructueuse. Donc essentiellement voir ensemble, les associations nationales avec des antennes locales, et aussi l'association Enfants Aveugles. Et donc là, cet été, nous avons eu l'occasion de faire une série de séances de jeu avec des enfants aveugles, en collaboration avec l'association, et ce qui nous a permis de tester encore plus les différents petits outils d'accessibilité qui peuvent être intéressants d'utiliser. Mais d'une façon générale, le jeu de rôle est assez facilement accessible au public malvoyant ou non-voyant. Alors qu'est-ce que le jeu de rôle? Alors le jeu de rôle, c'est déjà une expression qui est utilisée par beaucoup d'activités extrêmement différentes. Donc moi, je vais vraiment vous parler que du jeu de rôle, la catégorie de jeu de société qui se fait autour d'une table, assis sur des chaises, sans écran de télé, sans manette, sans clavier, sans souris, sans maquillage, sans déguisement, sans aucune autre visée que le fait de se rencontrer à plusieurs personnes autour d'une table pour le dépaysement, l'aspect convivialité. Donc il y a donc, déjà les joueurs qui ont un personnage, qui se sont créés le plus souvent, et qui vont faire équipe ensemble par rapport à des mésaventures qui vont leur arriver et qui va être compté par le meneur de jeu. Le meneur de jeu va décrire le décor, va décrire les personnages non-joueurs, il va décrire qu'est-ce qui se passe. Donc on utilise comme outil donc déjà les règles qui sont écrites sur des livres, des règles plus ou moins complexes, ou à l'inverse parfois très simples. On utilise aussi des scénarios qu'on peut trouver sur des livres, ou acheter sur des livres, ou que l'on peut aussi télécharger sur Internet. On peut donc télécharger et imprimer donc, des scénarios sur Internet, des scénarios faits par des amateurs, et aussi des jeux de rôle faits par des amateurs. On utilise les feux des personnages pour les joueurs qui disent donc, je m'appelle, dans la vraie vie, je m'appelle Nicolas. Quoi. Et puis sinon, là, je vais être un nain, ou alors je vais être un Jedi, etc. Souvent aussi, on va prendre des notes. On est dans la ville de, je ne sais pas moi, très loin, donc ça s'appelle très loin, je prends ça en note. Bon. Et on va aussi utiliser normalement des dés pour résoudre les actions, savoir si on a réussi ou pas à trouver une porte secrète ou à flairer un danger, etc. Voilà, donc ça c'est le jeu de rôle autour d'une table. On va faire du jeu de rôle avec des personnes aveugles, non-voyantes ou malvoyantes, ça ne se pose pas de problème. Tout est expliqué sur le site Enfants Aveugles, que la personne veuille être joueur ou meneur de jeu, c'est tout à fait faisable, ça c'est déjà fait. Donc au minimum, si la personne est joueuse, elle se souvient par exemple des grands traits de son personnage. Nous sommes par exemple dans un univers contemporain pour des scénarios de type enquête. Elle se souvient que son personnage est agent du FBI, qu'il a tel point fort, tel point faible. Elle joue avec les autres. Et lorsque le meneur de jeu dit écoute, pour cette action, lance-moi un dé. Donc soit c'est toujours le même dé, parce que là il l'a sous la main, soit c'est un dé un peu différent. Donc son voisin qui est voyant peut lui tendre le bon dé. La personne lance et c'est son voisin voyant qui va lire le résultat. Ce même voisin va sans doute tenir à jour la feuille des personnages et sera à même de rappeler pour le décryptage de cartes, tu as plus 6. Et donc voilà. Alors l'idée c'est d'aller encore plus loin au niveau de l'autonomie du joueur et des accessibilités des différents ustensiles. Donc déjà, au niveau des D6 et des D8, ça existe déjà dans le commerce, donc tout à fait accessible aux malvoyants ou aux non-voyants. On ne va pas réinventer quelque chose. On voulait faire la même chose pour le D4, le D20 sous ce modèle-là, mais ce n'est pas encore au point. Par contre, ce qui est 100% validé, ce sont ce système de cartes. Donc là, il y a 40 cartes, et reliées par des anneaux, et sur lesquelles a été indiqué du braille. Et en face du braille, des valeurs pour le meneur de jeu, ou que les autres voient qu'il n'y a pas de triche. Quoi. Donc là, vous avez un D4, un D8, un D10 ou un D20.
Donc la personne ouvre comme ça, elle lit, parce qu'il fallait faire un des 20, elle lit, et bah elle a fait 18. Bon, voilà. Elle peut vous faire comme ça, et la fois suivante, tac, c'était pour un des 10, tac, elle a fait 3. Voilà. Donc ça a été vraiment validé. Ça, c'est la version 100% artisanale, imprimée et découpée avec nos petits soins. Et ça, c'est la version pour faire un des 6 ou un des 10. Un des 6 ou un des 12. Voilà. Donc c'est à nouveau des cartes récupérées d'ailleurs, mises en braille, et avec la valeur pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche. Bon, parce que bon, tout le monde est un peu tricheur. Donc, toujours pour améliorer l'accessibilité et l'autonomie des joueurs, l'étape suivante, c'est la feuille de personnage. Donc là, dans l'état actuel, elle est inaccessible. Donc il y a déjà des solutions au niveau informatique. Avoir un ordinateur portable avec une oreillette, et le joueur non-voyant peut accéder à toutes ces données. Pareil aussi les blocs-notes braille, donc les utilisateurs savent de quoi je parle. Mais moi, j'avais envie quand même d'aller vers des solutions plus papier-crayon. Papier-crayon, c'est un peu quelque chose qui est cher à notre loisir. Donc du coup, j'ai créé, et là ça a été validé, donc un bloc-notes, un carton à cubarythme. Donc ça c'est le carton, et le cubarythme c'est ce qu'il y a derrière. Donc il y a des cases dans lesquelles on va mettre des petits cubes, et là, sur la face supérieure on va indiquer une valeur. Donc là on a donc, le choix si c'est un elfe ou un nain, si c'est un guerrier ou un magicien par exemple, et l'âge, on va pouvoir mettre l'âge qu'on veut, le niveau, on pourra le faire évoluer avec l'augmentation de niveau, si par exemple c'est un système de niveau. Là on a nos caractéristiques, donc dextérité, esprit, force, là on a nos compétences, là c'est communication, connaissance, etc., physique, subterfuge. Donc à chaque fois, on va pouvoir mettre les valeurs chiffrées dans les cases, et en cas de modification dans un sens ou dans un autre, les points de vie, pareil, la jauge de points de vie c'est important, on peut changer facilement. Donc ça a été validé, et pour l'instant c'est un prototype, c'est assez artisanal, bon, c'est un début. Donc je vous ai présenté le principe général du jeu de rôle, mais ça se décline en centaines et en centaines de jeux, sur des thèmes très différents, des univers futuristes, contemporains, historiques, médiéval, fantastiques, sur des mésaventures qui vont plutôt être des enquêtes, ou alors qui vont faire la part belle à l'action, ou qui vont faire la part belle à l'ambiance, à la description. Les règles peuvent être sur 20 pages, peuvent être sur des centaines de pages. Donc tout ça fait que l'univers du jeu de rôle est très riche, et qu'on ne trouvera pas forcément le même plaisir de jouer d'une table à une autre. Il faut en plus qu'on s'entende bien avec les tempéraments de chacun. Donc il y a tout cet aspect-là qui fait que chaque table est un peu différente, il y a différentes façons de jouer, et l'un des points aussi sur lesquels on voit une grosse différence, c'est l'utilisation ou non d'un plateau avec des figurines. Parce que c'est bien utile lorsqu'on est meneur de jeu, quand on décrit le décor, de se faire rapidement un petit croquis. Vous voyez, vous êtes là, il y a un arbre, tac tac, on fait un petit croquis rapide, et tout de suite les gens visualisent un peu mieux la situation. On peut aller au-delà du petit croquis, on peut utiliser un petit plateau avec des pions récupérés, un plateau de jeu de dames, puis tac tac, toi t'es là, toi t'es là. Et ça situe un peu les choses. On peut aller jusqu'au plateau quadrillé, enfin même le décor en couleur, du haut, quadrillé avec des figurines en plomb ou en résine peinte et tout. Donc avec des non-voyants évidemment. Le décor en couleur c'est pas la peine, et les figurines sont trop petites pour qu'ils les différencient. Mais bon, c'est aussi une façon de jouer un peu différente, quoi. Donc moi, en tant que meneur de jeu, je trouve ça bien utile des fois, sans aller jusqu'à compter les cases, je me déplace de 3 cases vers mon ennemi, d'avoir un support qui permet d'aider la visualisation. Donc j'ai essayé de faire ça pour les non-voyants. Donc j'ai fait donc un support magnétique avec des cases blanches et noires comme un grand jeu de dames, et pour que au niveau du toucher, si les cases blanches et noires sont différentes. Au niveau des pions, c'est des pions en bois avec une petite forme un peu différente. Et bon, on a fait des tests, ça marche plutôt bien. Donc, le support magnétique est perfectible mais a été validé. Par contre, il ne faut pas s'imaginer qu'il est absolument nécessaire de se fournir un tel matériel pour pouvoir jouer. L'essentiel des séances avec les enfants se sont passées sans ce plateau, uniquement avec la description orale. Ça s'est très bien passé, comme avec les joueurs voyants par ailleurs. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que le jeu de rôle, c'est essentiellement une rencontre humaine conviviale, dans le but de se dépayser, de s'amuser ensemble.
et que le handicap visuel n'est absolument pas une barrière au fait de jouer ensemble.